Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre avancée dans la découverte de la Sibérie avec cette troisième vidéo. Ceci dans le cadre de la culture sociétale. Donc, nous avons achevé la géographie physique. Nous sommes donc dans la première partie, géographie physique et biologique, et il nous reste à faire, à découvrir des vues très jolies, très pittoresques, très mignonnes aussi, la géographie du vivant, c'est-à-dire la biologie, la biologie végétale et la biologie animale, sur un fond de double haie d'arbres enneigés qui évoque pour les Français la Sibérie, et c'est vrai que nous avons vu dans le climat sibérien la longueur de l'hiver sibérien et la promptitude des saisons, qui est souvent décrite dans Tourgueniev, le grand écrivain russe, ou Gogol, ou Tolstoï. Voilà, c'est pittoresque tout ça. Donc la géographie biologique, et d'abord végétale, ensuite animale. Et pour commencer, un petit coup d'œil sur la carte physique où l'on peut voir que le sud de la Sibérie occidentale, l'aube, ici, donc l'aube, et voilà, bon, est en partie ouvert, en partie, ce qui expliquera la présence d'une steppe. Oui, on voit que les montagnes s'interrompent ici, et là c'est un peu bas comme montagne, voilà. Donc il y a une influence climatique qui va donner naissance à une steppe. Je vous rappelle que le mot steppe, en français, vient du russe steppe, et je vous rappelle que ça désigne une végétation naturelle de graminées qui génère un sol humifère, genre au Tchernosium, et que les tsars avaient ordonné qu'on défriche pour y planter des céréales, par exemple du blé. Voilà. Voici la carte de la végétation. Bien sûr, voilà les légendes. La forêt boréale. Voilà. La taïga. Voilà. Les forêts tempérées, ici. Les steppes, ici. L'Oural, les montagnes, voilà. Qu'est-ce que la Merzota ou pergélisol, oui, est un sol gelé au moins 2 ans de suite. Un sol gelé au moins 2 ans de suite. Bonjour pour semer. C'est pas possible. Ça va servir pour la vue suivante. Ah, bon, voyons voir ça. Je ne me souviens plus de tout ce que j'ai fait parce que ce montage faisait partie d'une conférence publique dans une médiathèque municipale. Et, ah oui, Tourgueniev. Une parenthèse sur la chasse. Dans les forêts et la steppe, justement, il y avait une grande tradition de chasse. Grande tradition de chasse. L'écrivain russe Tourgueniev y a consacré 635 pages. Mémoire d'un chasseur. C'est magnifique. La littérature est magnifique, de toute manière. C'est l'évasion, c'est l'imaginaire, quoi. Voilà. Vers d'autres mondes, en tout cas. L'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. Vieille citation. Je répète, l'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. Et j'ajouterai, il y a moins de problèmes aussi. Les grèves, les retards, les avions qui sont partis, ça m'est arrivé, ça, jadis. Voilà. Et Tourgueniev connaissait Maupassant.
car à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone tout court, il n'y avait pas Internet, mais on se connaissait quand même, on se fréquentait, car les livres circulaient, qu'il a fait connaître dans le monde russe. Car Tourguenieff devait parler le français. Maupassant a écrit les Contes de la Bécasse. Oui. Alors, pour les passionnés de littérature, je rappelle que c'est un recueil de contes fort pittoresque et amusant, digne de l'écrivain, mais qui ne traite pas de la chasse, sauf un. Il fait que 185 pages. Bon, ils ont été publiés en 1882-83. Le nom vient du fait que le vieux baron des Ravots réunissait au temps de la chasse à la bécasse ses amis chez lui. Et après le dîner, une coutume dite conte de la bécasse. Oui, c'est un baron, bon, c'est pas un conte. Conte de la bécasse faisait qu'un des invités devait raconter un conte pour égayer ses amis. Voilà une charmante coutume. Encore faut-il avoir un conte dans la tête, quelque chose à dire, plutôt que des banalités. Les banalités ont été illustrées par le cinéaste japonais Ozu, très grand cinéaste, à travers les jeunes gens qui partent au travail le matin, et qui prennent le train, et qui sont sur le quai, et qui sont les uns à côté des autres, sans parler, en éprouvant toutefois le besoin de se rapprocher d'autrui. Donc la conversation c'est Otenki ga ii desu ne, Yotenki, il fait beau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Car en japonais il y a toujours le n'est-ce pas. Le n'est-ce pas français qui cherche l'accord d'autrui. Bon, voilà au passage. Et nous étions à cette vue de situation des formations végétales, la taïga, la toundra, etc. Nous en avons ajouté une autre de taille. Ouais. Alors là, on est au-dessus de la terre. Ouais. Voilà le Groenland. Bon. L'image ci-contre montre la répartition du pergélisol en mauve. Le pergélisol, le sol gelé en permanence pendant 2 ans, par exemple. De même que l'étendue maximale saisonnière et intermittente des terrains gelés dans l'hémisphère nord. Le sol gelé saisonnier est en bleu. C'est extraordinaire, hein? En bleu. Désigne les zones où le sol est gelé pendant 15 jours au plus par an. Le sol est gelé pendant 15 jours au plus par an. Oui. Il faut dire que l'espace interplanétaire ou intergalactique, tout ce que vous voulez, est lui-même à une température très basse. On s'y gèlerait d'un coup, en un milliardième de seconde. La chaleur est quelque chose... c'est une bénédiction pour la vie. Commençons par le nord. Le littoral arctique est le domaine de la toundra. Voilà la toundra. Le froid extrême et la courte durée de la saison végétative y interdisent la croissance d'arbres. L'arbre pousse plus lentement évidemment que l'herbe, que le lichen, et donc le sous-sol, voilà, il n'y en a pas. Le sous-sol y est gelé en permanence à une grande profondeur. À une grande profondeur. On se demande comment la végétation rabougrie pousse. Seule une couche de surface peu profonde, dégelée en été, permet la croissance d'une végétation rabougrie. La toundra est donc une formation végétale rase, composée de mousse, de lichen, de fougères et d'arbres nains. Sol arctique, genévrier. Genévrier. Les grains de genévrier, c'est bon pour le gibier notamment, pour la cuisine quoi. C'est agréable. Les sols, arbres des milieux humides normalement,
Mais là, c'est un sol arctique, c'est spécial. Au sud de la toundra s'étend le domaine de la forêt boréale, la taïga. Voilà, la taïga, c'est une immense forêt continue de conifères, des pins, des sapins, des mélèzes. Elle se développe dans un milieu naturel très difficile, climat hypercontinental, permafrost, sol podzolique, immense marécage lié à la débâcle printanière des fleuves. Oui. Oui, évidemment, les marécages sont d'autant plus présents qu'il y a des zones où la déclivité est faible. Par exemple, la Sibérie elle-même. On l'a déjà dit plus haut. Il y a de quoi respirer normalement correctement. Même les gens des lieux peuvent se perdre dans la taïga. Exemple, en 2012, une enquête pour meurtre a été ouverte après le sauvetage de 2 pêcheurs qui avaient disparu avec 2 autres hommes dans la taïga russe. Les 2 hommes se seraient livrés au cannibalisme pour survivre. L'instinct de survie est colossal. Cannibalisme pour survivre. À la taïga peut succéder la forêt mixte sibérienne, c'est-à-dire vont apparaître les feuillus, mélangés aux résineux. La forêt. On rencontre aussi les steppes pontiques. Le ciel est bas là, comme on dit. Le mot steppe vient de mot russe steppe qui désigne une prairie sans arbres ou arbustes. À travers le monde, il y en a de plusieurs types. Une prairie sans arbres ni arbustes, ça se voit. À travers le monde, il y en a de plusieurs types. Celle russe est à l'origine du tchernosium, un sol noir. À gauche, tchernosium, le voilà, sol noir. Au-dessus, steppe pontique. Le mot pontique désigne des peuples, parce qu'il faut tout éclairer. Le mot pontique désigne des peuples anciens, mésolithiques, vivant de la steppe et des chevaux. C'est un espace de peuples nomades. Les tsars vont mettre fin au nomadisme. L'Empire romain aussi a tout fait pour sédentariser les gens, de manière à faire un cadastre, c'est-à-dire à savoir qui est propriétaire pour faire payer des impôts. Tout est rançon, souvent, dans cette vie. Les tsars vont mettre fin au nomadisme et faire de ces terres le grenier à blé de la Russie. Ouais. Évidemment, quand on voit ces terres, mais quel travail pour enlever tout ça. Quel travail. Une floraison au printemps, typique d'une steppe pontique, dans le sud de la Russie, à Rostov. Dans le sud, tout à fait. Des tulipes, partout. C'est magnifique. Si Van Gogh était là, ou Monet aussi. Magnifique. 2 fleurs typiques de la steppe pontique. La tulipe de Schrenck, parente de notre tulipe, très proche, naturelle, endémique, comme on dit. Des iris aussi, parents de nos iris à nous aussi. Et bien sûr, au plaisir des peintres, j'ai mis le portrait de Van Gogh. Je vous recommande vivement la vidéo que j'ai faite sur la correspondance entre Vincent et Théodore, son frère, le marchand de tableaux et le peintre, car elle est profondément humaine sur tous les sujets. L'homme, la femme, la jeunesse, la vieillesse, la pauvreté, la richesse, Victor Hugo, tout ce que vous voulez. Il parlait de tout. C'est magnifique. Ouais. Regardez
Regardez ces taches de couleur là. Ah, Van Gogh aurait été enthousiaste. Il aurait planté son chevalet pendant des semaines. Et Manet aussi, ou d'autres aussi. Hein. Moi aussi. J'y ai pas été là. Pour terminer cette brève revue de biologie végétale, dans les montagnes, on trouvera aussi des espèces connues chez nous comme des cyclamens. Voilà, des cyclamens. Ça, c'est une sorte d'anémone, je crois. Je suis pas sûr. Voilà les cyclamens, en tout cas, c'est magnifique. Nous en avons fini avec le végétal. C'est raisonnable. Une présentation sommaire est très jolie. Pour les animaux, dans l'extrême nord, on trouvera l'ours polaire. Ici. Le pauvre avec la fonte des neiges. On le voit, il y a de l'eau là. Il faut, enfin bon, il sait nager quand même. Mais quand même. On trouvera aussi le morse. Quelle diversité de vie il y a sur la planète. Dans la toundra, on trouvera le lemming de Sibérie. Les lemmings n'hibernent pas. Ce n'est pas des marmottes. Pendant l'été, ils se coupent des herbes et les cachent. Pendant l'hiver, ils grattent la neige pour retrouver ses provisions. Comme l'écureuil. L'écureuil aussi fait des provisions pendant l'été. Il enterre les noisettes, les noix, etc. Puis ensuite, l'hiver, il ne se souvient pas aussi qu'il les a mises. Alors, on le voit souvent sur un terrain plat, par exemple, en train de creuser ici et là. Il finit par retrouver une partie de ce qu'il a engrangé. Le lemming vit en solitaire. Plutôt que de se cacher des prédateurs, il préfère les attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Portrait amusant là. Le lemming de Sibérie. Que de vie. Dans la toundra, on trouvera le renard polaire ou renard arctique. Il peut résister à moins 50 degrés. Il ne peut pas être à Verskoyansk où il a fait moins 70. Hein. Mais il peut résister à moins 50 degrés avec sa fourrure. Voici sa tenue d'hiver. Voilà. Là, il est en train de perdre sa tenue d'hiver. On voit qu'il y a des fleurs qui commencent à sortir, donc il fait moins froid. Donc il perd sa tenue d'hiver. Voici sa répartition autour du pôle Nord. Oui, une répartition du renard polaire ou arctique. La vie est partout, même dans des conditions extrêmes. Et voici son pelage d'automne. Il n'est pas du tout pareil. On pourrait dire aussi son pelage d'été. Ou de printemps, je ne sais pas. Voilà. Donc, voici des fleurs jaunes, jolie photo. On trouve aussi le renne, nommé caribou au Canada. Et c'est sur ce renne que nous allons reprendre dans la vidéo suivante, vidéo numéro 4, je crois. Ceci dans le cadre de la culture sociétale que je continue à enrichir journellement, à partir des 800 heures de cours qu'il y a sur le site. Mais tout ça, c'est passionnant. Il n'est pas tout à fait 20 minutes, donc je prétends qu'une bonne médecine, c'est d'avoir de bonnes idées en tête, et de bonnes idées forcément culturelles. Quand Frieder Burda, le milliardaire, explique qu'il ne pouvait pas
supporter les milliardaires de la Côte d'Azur qui avaient la tête vide, qui se préoccupaient uniquement du repas de demain et de la partie de golf de demain, et qui préféraient bâtir un musée en Allemagne chez lui pour discuter avec les artistes, ça c'est une voie de vérité. Voilà. Bon, je vous dis au revoir et nous allons reprendre pour une vidéo suivante, toujours sur la Sibérie, car nous en avons 8 au total, de 20 minutes. Voilà. Nous allons explorer le caribou et le renne.